Chapitre 28, Prométhée. La seconde porte blindée s'ouvrit et derrière elle apparut Guillaume Crispus, le premier immortel que l'humanité ait porté. Bonsoir, je suis Guillaume. Et moi Lucience. Voici Alexandre Zur qui m'a accompagné depuis la base portoricaine où j'ai fait le premier contact avec la rébellion. Comment s'est passé votre transfert? Nous avons d'abord parcouru environ 30 000 km en 15 jours de sous-marin sans aucune difficulté, puis les 9 derniers jours dans la jungle pour venir vous retrouver ont été éprouvants. Nous avons malheureusement perdu le commandant Elio Varak qui s'est sacrifié pour que nous puissions rejoindre le point de rendez-vous avec Khazar et Jigme. Vous m'envoyez navré. J'espère qu'ensemble nous réussirons à mettre fin à cette guerre absurde qui broie l'humanité. Il y eut un bref moment de silence comme un recueillement pour toutes les victimes tombées inutilement au combat. Guillaume reprit la parole en s'adressant aux passeurs. Messieurs, je vous félicite pour l'accomplissement exemplaire de votre mission. Vous pouvez montrer à Monsieur Zur ses quartiers et aller vous reposer. Vous l'avez tous les trois bien mérité. Très bien Monsieur Crispus, bonne soirée à vous. Se tournant vers Lucience. Je vais vous accompagner moi-même à votre habitation. C'est gentil Guillaume. Puis elle pensa. J'espère qu'il ne va pas me mettre dans une de ces cases minuscules qui bordent ces couloirs. Alors qu'elle suivait Guillaume, ce dernier se retourna et reprit la discussion. Je suppose que ça ne vous dérange pas de dormir dans une case minuscule comme vous voyez le long des couloirs, n'est-ce pas? Pardon? Vous savez lire les pensées des autres ou pas encore, Lucience? Je vous enseignerai. Ici, nous privilégions la franchise, donc si vous avez des remarques et autres critiques, elles sont les bienvenues. Je vous prie de m'excuser Guillaume, je ne voulais pas manquer de respect, ni à vous ni aux habitantes de cette ville. Vous ne nous avez pas manqué de respect. Il est vrai que nous vivons dans un terrier, mais nous nous armons de patience dans l'espoir de revenir un jour vivre à l'air libre. Je m'armerai aussi. Je le souhaite. Après tout, vous avez décidé librement de me rejoindre et vous savez que faire marche arrière est à présent impossible. Guillaume avait à la fois un ton menaçant et bienveillant. Lucience avait du mal à le cerner, mais elle se sentait tout de même à l'aise avec lui. Qui serait assez stupide pour retourner dans le mensonge? On en discutera dans une centaine d'années. Je ne veux pas vous effrayer, Lucience, mais je n'ai aucune prévision pour la fin de cette guerre. À nous deux, nous formons les 2/3 de la Trinité. Il manque un immortel de sexe XY, n'est-ce pas? Oui, et je ne sais pas quand il arrivera ni même s'il viendra. Comme vous l'avez constaté dans votre lecture des comédies, nous vous donnons beaucoup d'informations et vous laissons libre de choisir votre camp. Selon les informations que j'ai reçues de la base portoricaine, vous étiez juge, donc vous étiez très lié au pouvoir de l'ODC. Malgré cela, vous avez désobéi et fui. J'ose donc espérer que le prochain immortel saura tout aussi bien faire le bon choix. Sinon, que se passera-t-il? Ce qu'il faut pour survivre. Ils étaient arrivés au logement de Madame Rimpoche. Guillaume Crispus ouvrit la porte. Ici, il n'y a ni jour, ni nuit, mais seulement l'artifice qu'ils existent. Lorsqu'il sera l'aube, cette fenêtre vous montrera un paysage ensoleillé de notre belle planète. Si vous souhaitez dormir plus, vous n'aurez qu'à fermer les rideaux. Qu'est-ce que l'aube? La clarté du soleil qui vient baiser délicatement vos paupières. Je vais avoir beaucoup de choses à apprendre, me semble-t-il. Nous avons tout le temps nécessaire à cela. Pourquoi vos yeux sont-ils orange? Parce que je suis de sexe XZ. J'aurais pu être blanc, blond, brun, poilu, petit, asiatique, indien, arabe, latin ou que sais-je. Mes yeux auraient été orange. Mon chromosome Z au lieu d'être Y conditionne la couleur de mes yeux. L'ODC le sait, c'est pour cela que nous n'aurions pas pu faire naître des immortels XZ dans la nature à l'aide des molécules darwiniennes qui ont implanté, au fil des siècles, dans les gènes des hommes et des femmes, la possibilité d'accoucher d'un immortel XX ou XY. Mon immortalité était donc inéluctable? La vôtre non, mais celle d'une personne au hasard oui. Si nous avions fait de même pour faire naître naturellement des immortels XZ,
Ils auraient eu comme moi les yeux orange et l'ODC les aurait exécutés dès leur naissance. Pour que les immortels puissent se reproduire, il faut une fécondation triple, XX, XY et XZ. C'est bien cela? En effet, décennie après décennie, de nouveaux immortels vont apparaître mais ils ne pourront pas se reproduire car nous n'avons pas pu relâcher le chromosome Z sur Terre. Le premier XY qui nous rejoindra complétera alors la Trinité et nous permettra de synthétiser le vaccin final d'immortalité. Oui, le vaccin 3, 7, 3, R, N, 3, et reposez-vous bien, Lucience Rimpoche. Demain, nous aurons tout le temps pour répondre à vos questions. Merci. Bonne nuit, Guillaume. Il ferma la porte. Le jour suivant, Espatium, Consang-Esprit, Sacri, Allozélei. L'objet ressemblant à une fenêtre est fixé sur le mur du fond dans la chambre de Lucience s'illumina progressivement pour laisser apparaître le rivage d'une mer bleu-azur dont les vagues venaient lécher de petites falaises de craie blanche. La veille, trop occupé à discuter avec Guillaume puis trop fatigué de son périple, Lucience n'avait pas prêté attention à l'architecture de cette colonie. Lorsqu'elle se réveilla, elle était un peu déboussolée dans son nouveau chez-soi. Elle but un verre d'eau et prit une douche rapide. Il y avait tout ce dont elle avait besoin dans sa minuscule case. Elle ouvrit le frigo rempli de nourriture, et mangea un fruit. Dans un placard, il y avait des vêtements propres, certes un peu amples et bizarres mais tout à fait utiles puisque les siens sentaient le tigre mouillé. Une fois prête, elle sortit de chez elle et voulut fermer la porte à clé mais il n'y avait ni clé ni serrure. Elle pensa alors, dans une société si bien organisée, il ne doit pas y avoir de voleurs, pas plus qu'il n'y aurait d'injustice. Elle commença donc à déambuler dans les couloirs de la base. Aucune direction n'avait de régularité, les tunnels montaient et descendaient sans inclinaison abrupte. Dans de nombreux endroits, la roche, finement et droitement découpée, était recouverte d'une tapisserie froide et épaisse qui diffusait un décor d'extérieur. Comme la fenêtre dans la chambre de Lucience, hors des habitations, il y avait eu une illusion d'air libre. La veille, comme il faisait nuit et qu'elle était attentive aux paroles de Guillaume, elle n'avait pas vu le ciel étoilé sur la voûte des couloirs. Quoiqu'étrange, ce spectacle la rassura quant à sa capacité à rester prisonnière de cette colonie secrète. Sur son chemin elle croisa diverses personnes, toutes jeunes car semi-immortelles. La plupart la saluaient de son prénom. Au début, elle répondit d'un sourire puis quand la septième, une jeune femme noire, lui adressa la parole, Lucience entama une discussion. Bonjour Lucience. Bonjour mademoiselle. Puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Comment connaissez-vous mon prénom? Toute la base a été avertie hier soir de l'arrivée d'un deuxième membre de la Trinité. C'est une immense nouvelle pour nous car après quasiment 6 siècles passés sous terre, voir la stratégie du professeur Marie-Thorez se réaliser nous remplit d'espoir. Je m'en doute. Comment vous appelez-vous? Stéphanie Berny. Enchantée de faire votre connaissance. Comme vous le savez, je suis arrivée hier soir et du coup je suis un peu perdue. Auriez-vous du temps à m'accorder pour me montrer comment fonctionne la cité s'il vous plaît? Volontiers. Vous savez, ici, notre système économique est avant-gardiste et préfigure du modèle social qui aurait dû être implémenté sur Terre si cette troisième guerre mondiale n'avait pas eu lieu. Je vous écoute. Comme toutes les personnes vivant dans les autres bases secrètes de par le monde, je reçois tous les mois une rémunération qui me permet de vivre décemment. Les personnes qui travaillent reçoivent un salaire supplémentaire conséquent afin de les motiver à travailler. Le monde du travail est basé sur le principe de l'offre et de la demande avec une harmonisation des droits et des devoirs pour tous afin d'éviter des situations d'esclavage entre communautés comme c'était le cas avec l'ancien modèle capitaliste. Donc si je comprends bien, vous avez du temps car vous ne travaillez pas, c'est cela? Oui, en fait l'humanité est arrivée à un tel degré de productivité que la masse de travail a drastiquement diminué pour produire tout ce dont une société a besoin. C'est pour cela que vous avez fait évoluer le capitalisme pour éviter de concentrer les richesses dans la main d'une minorité et permettre à travers la rémunération de base universelle le maintien de l'économie de marché par la consommation. Oui, mais d'une manière plus saine. Il n'y a plus de laisser pour compte ni de surconsommation débilitante.
Sous la contrainte de la réalité écologique comme de l'évidence historique, nous avons résolu les principaux problèmes sociaux et environnementaux. Avec l'amélioration continue de nos savoirs et la prise de conscience par l'homme du caractère fini de notre planète, nous avons éliminé tous les systèmes d'obsolescence programmée et nous valorisons l'utilisation des objets et services. C'est beau. Dans mon monde en surface, par contre, la valeur est liée à la possession. Vous voyez la différence que cela implique? Bien sûr, vous vivez dans l'économie du partage. Par exemple, là où j'habitais, j'avais un véhicule personnel dont l'objectif premier était de me déplacer. Il aurait été bien plus logique et durable d'avoir des transports en commun performants et adaptés au flux de population quotidien. Mieux que cela, quelques années avant la Grande Guerre, une entreprise nommée Google, qui nous soutenait dans notre combat, avait commercialisé des véhicules individuels autonomes. Grâce à cela, nous n'avions besoin que d'une voiture pour un petit groupe de personnes car à elle seule elle optimisait tous nos déplacements. Je n'ai malheureusement jamais connu cela. Je m'en doute. Je pourrais vous parler de notre économie pendant des heures, vous détailler notre monnaie fondante, vous expliquer notre système financier démocratique et bien d'autres principes qui nous font vivre en harmonie. Mais je pense que vous avez beaucoup de sujets à traiter avec Guillaume. Je vais donc vous amener à la salle de commandement où il se trouve en ce moment. Je vous remercie Stéphanie. Tout en conversant, elles continuèrent à arpenter les couloirs de la cité secrète. Chaque habitation était différente en fonction des revenus de ses propriétaires, mais la mixité sociale était efficace car de belles demeures côtoyaient les petits logements similaires à celui de Lucience. Il y avait environ tous les 50 à 100 mètres des commerces et autres aires de loisirs où les habitants pouvaient socialiser. Selon les explications de Mademoiselle Berny, la structure des habitats formait grossièrement un immense cylindre troué de galeries irrégulières. Cette architecture était voulue afin que les satellites ennemis ne puissent pas détecter des formations rocheuses standardisées, lesquelles seraient alors le reflet d'une architecture humaine et donc l'objet d'un bombardement massif. Au détour d'un couloir, Lucience et Stéphanie se trouvèrent devant un double trou béant. Mademoiselle Berny demanda à Madame Rimpoche de s'arrêter. Nous sommes devant de boyaux électromagnétiques. Ce sont nos principaux moyens de transport pour aller d'un secteur à un autre. Comme les flèches l'indiquent, celui de gauche va dans le sens opposé à celui de droite. C'est une sorte d'ascenseur à géométrie variable en fait. On peut dire ça. Les vêtements que nous portons contiennent des fibres qui interagissent avec les champs électromagnétiques. Nous allons donc être en lévitation dans ces tubes? Tout à fait. Il vous suffira d'orienter votre regard pour gérer votre vitesse. Suivez-moi et donnez une impulsion au départ. La porte est ouverte, cela veut dire que personne ne descend dans les 20 mètres au-dessus de nous. Stéphanie se jeta dans le trou, comme allongée de face dans un hamac. Ses vêtements accompagnaient lentement la descente du champ électromagnétique. 4 mètres au-dessus d'elle, Lucience empruntait le même chemin. Après avoir passé de multiples sorties, les filles arrivèrent à l'étage d'habitation le plus bas, à environ 7 km de la surface. Cela vous a plu, Lucience? Fascinant. Nous sommes quasiment au fond de la colonie. Nous marchons sur une épaisseur rocheuse gigantesque car elle sert d'appui à notre rampe de lancement de survie et à toute la structure de la ville. De quoi parlez-vous? Je vais vous montrer. Elles s'avancèrent dans quelques couloirs au décor sous-marin avant de rencontrer une colossale baie vitrée circulaire. Lucience, vous voyez cet immense train vertical? Oui, qu'est-ce donc? Une voix masculine retentit derrière elle. C'est le train qui lie le passé à l'avenir. Guillaume? S'exclama Rimpoche après son arrivée impromptue. Bonjour Lucience. Vous voulez dire que cette monstrueuse machine permet de voyager à travers le temps? Allons Lucience, n'exagérez pas. Le temps est bien plus complexe que les mystères de la vie. C'était juste une métaphore car c'est grâce à ce train perceur de tunnels que nos populations sont arrivées ici pendant la guerre et ont pu construire cette ville secrète selon les plans des plus grands visionnaires de l'époque. C'est aussi ce train qui finira seul de percer le conduit vertical que nous observons afin de libérer la rampe de lancement des fusées de survie.
Mais nous ne sommes pas déjà dans une situation de survie? Lucience, comme vous avez pu le voir avec moi ce matin, nous ne manquons de rien. La survie est un stade plus extrême que nous atteindrons si la lutte armée reprend avec l'Odyssée. Merci pour ton aide Stéphanie, je pense que tu peux nous laisser. Je vais finir la visite avec Lucience. Embrasse ta famille de ma part. Je n'y manquerai pas Guillaume. À bientôt Lucience. Au revoir et merci. Mademoiselle Bernie s'en alla vaquer à ses occupations. Crispu, les yeux rivés sur cette machinerie titanesque, reprit la parole. Notre stratégie première est l'élaboration du vaccin 3, 7, 3, R, N, 3, L afin de le substituer à l'actuel 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L, imparfait, qui ne rend l'homme que semi-immortel, avec tous les traumatismes liés à la résurrection et la stérilité que cela engendre. Grâce à 3, 7, 3, R, N, 3, L, nous pourrons faire naître le Guillaume ou l'homme nouveau andéicien. Le remplacement de l'espèce se fera pacifiquement. Nous avons des moustiques transgéniques qui pourront être porteurs du vaccin. Nous avons la capacité de les produire en quantités industrielles et ils seront exclusivement attirés par une enzyme spécifique à l'adolescent et à l'enfant. Chaque moustique est stérile et après sa première piqûre, il meurt. Vous avez déjà testé cette méthode? Oui, avec l'actuel vaccin sur des populations isolées et consentantes. Tout a très bien fonctionné. Ce fut avant la guerre? Non, 100 ans après environ, la base n'avait pas encore atteint sa population critique. Nous avons alors regroupé des jeunes dans un secteur isolé pendant une semaine et nous avons testé cette pratique de vaccination. 100% de résultats positifs. Donc si je comprends bien, lorsque la Trinité sera formée, nous pourrons incuber le premier bébé immortel né d'une fécondation triplée élaborée 3, 7, 3, R, N, 3, L à partir de son génome. Pour ensuite le répandre sur Terre via des drones chargés de milliers de moustiques vaccinateurs. Donc, Guillaume, une fois tous les jeunes devenus immortels, la civilisation n'aura pas d'autre choix que d'évoluer et de se réconcilier avec ses créateurs. En effet, c'est notre plan. Au fil des années, leurs parents mourront et avec eux l'ancienne humanité et tous ses traumatismes religieux. J'ai hâte de voir ces grands bouleversements. Et si l'Odyssée découvre notre stratégie, notre refuge, notre projet? C'est alors que cet immense train perceur aura toute son utilité. Les rebelles devront reprendre les armes et clore leur guerre contre l'ordre établi. Pour protéger nos populations, chaque base est équipée d'une machinerie catégorisée rampe de survie. Pour les cités souterraines comme la nôtre, ce sont ces gigantesques trains. Pour les villes rebelles sous-marines, vous avez dû remarquer l'incommensurable coupole qui les surplombe, n'est-ce pas? Malheureusement non. Je suis rentré dans le submersible d'approche avec les passeurs. À peine arrivé dans la base portoricaine, la mission pour vous rejoindre a été notre priorité. Je n'ai donc pas eu droit à une visite guidée aussi complète que celle d'aujourd'hui. Je vois. Donc en fait, cette coupole comporte le module de survie des villes sous-marines. Je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne le programme de survie pour ces dernières. Ensuite, je le détaillerai pour notre type de colonie. Je suis tout oui, Guillaume. Eh bien, la coupole en question se décroche, remonte quasiment à la surface tout en tirant verticalement avec elle un gigantesque tuyau de lancement. Une fois positionnée, une titanesque turbine périphérique qui entoure la sortie de ce tube entre en rotation à très grande vitesse pour générer un tourbillon en surface, tourbillon duquel vont décoller les fusées de survie. La solution finale pour la rébellion est donc l'espace? Oui, c'est le seul refuge qu'il nous restera en cas de guerre totale. Vous avez des questions, Lucience, ou je continue? Allez-y. Toute la surface de la coupole qui entoure la turbine va monter en température pour faire évaporer les masses d'eau environnantes. En initiant le programme de survie tôt le matin ou pendant la nuit, les bases sous-marines profitent de l'air frais environnant pour créer un brouillard artificiel au-dessus de la coupole et du tourbillon grâce à l'évaporation provoquée. Ce nuage de brume dissimule alors la rampe de lancement et contribue ainsi à protéger des tirs ennemis l'envoi des fusées dans l'espace. Vous avez tout prévu,
Guillaume. Nous essayons, Lucience. Pouvez-vous à présent m'expliquer le programme de survie pour les cités souterraines comme la nôtre? J'y viens. Les trains perceurs similaires à celui que nous contemplons finiront de creuser les tunnels verticaux dans lesquels ils sont garés depuis des siècles. En sortant, ils sont programmés pour exploser hors du tunnel et dissiper une épaisse fumée noire sur des kilomètres à la ronde. Là aussi pour cacher à l'ODC les rampes de lancement, n'est-ce pas? Exactement. Cela nous aidera à sécuriser l'envoi des îles stellaires, le dernier module de survie de notre civilisation. Continuez Guillaume. Sous vos pieds, Lucience, se trouve la salle de lancement où sont entreposées plus de 20 fusées Titan de mise en orbite, le plus puissant modèle jamais créé, capable de porter dans l'espace des masses proches de 100 tonnes. Chaque fusée transportera une île stellaire et ses occupants. Une par une, elles viendront se positionner sur le lanceur qui se trouve dans la continuité de la rampe que nous observons. Si tout se déroule bien, nous sommes en capacité de tirer toutes les 15 minutes. Donc théoriquement, en 5 heures, le programme de survie est 100% opérationnel. C'est exact. N'est-ce pas un peu trop long? Ne vous en faites pas, Lucience. En plus de la brume ou de la fumée noire pour cacher les rampes, plusieurs drones antimissiles protégeront la zone durant toute cette période. Cela sera suffisant? Amplement. Et alors que la guerre fera rage et que l'humanité se détruira elle-même dans sa propre maison, nous sauverons notre peuple avec l'aide des îles stellaires autonomes. Voilà Lucience, vous savez tout. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je reste béate devant votre détermination, Guillaume. Vous avez déjà vu un chef sans objectif? Rarement. Laissez-moi à présent vous montrer les autres lieux importants de notre colonie. Crispu invita Rimpoche à le suivre. S'éloignant de l'immense baie vitrée, ils se rendirent devant une grande porte blindée haute de 3 mètres. Lucience perçut une voix, c'était celle de Guillaume ordonnant télépathiquement à la porte de s'ouvrir. Ils la traversèrent et Madame Rimpoche partagea sa prouesse avec son binôme. Elle avait pu lire ses pensées. Je savais que vous maîtriseriez la lecture cérébrale rapidement, Lucience. Je vous félicite. Dans les prochains jours, nous vous entraînerons sur le sujet. À présent, nous allons emprunter un tunnel électromagnétique. Nous n'allons pas visiter aujourd'hui l'étage Saturne, celui des fusées. Nous allons nous arrêter à celui du dessous, Prométhée, l'étage de la connaissance. C'est là que se trouve le haut commandement de la rébellion. Vous allez rencontrer le célèbre professeur Maritoret. Pardon, qui d'autre maîtrise la télépathie pour pouvoir pénétrer dans cet endroit? Par ailleurs, Duncan Maritoret avait bien plus de 20 ans lorsqu'il élabora le premier vaccin. Comment pourrait-il encore être des nôtres? Vous avez raison sur tous ces points, Lucience. Mais alors de qui parle-t-on, Guillaume? Je vais vous présenter un deuxième refuge habité. Vous n'allez pas rencontrer des humains faits de chair et d'os mais des âmes synthétisées dans le système informatique Prométhée. Je ne vous suis pas, Guillaume. Vous allez vite comprendre. Ils venaient de sortir du tunnel électromagnétique et pénétrèrent dans une grotte faiblement éclairée et ornée d'un chemin d'allée menant à une plateforme circulaire d'environ 10 mètres de diamètre. Au centre se tenait un pupitre et au-dessus un écran, tous deux cylindriques. Lucience, voici Prométhée. C'est un super ordinateur, plus puissant qu'1 milliard de cerveaux humains. Grâce à une technologie Google, au moment de la Troisième Guerre mondiale, nous avons pu synthétiser l'esprit des plus grands savants, stratèges, artistes et autres personnes illustres du country asiatique pour qu'ils continuent à vivre à nos côtés et à nous guider vers l'avenir. Incroyable. La machine s'activa, un visage apparut à l'écran et une voix s'adressa à Guillaume. « Mon cher Guillaume Crispu, quelle est cette belle fille qui t'accompagne ? » Duncan, j'ai une fabuleuse nouvelle à t'annoncer. Je te présente Lucience Rimpoche, la première immortelle de ces XXX à nous avoir rejoints. Extraordinaire. Notre plan fonctionne donc. Je vais annoncer tout de suite cette merveilleuse nouvelle au cercle prométhéen. Quelques secondes plus tard, des centaines de figures apparurent à l'écran et un brouhaha envahit la grotte.
Toute la communauté de Prométhée voulait voir Lucience. Une clameur numérique félicita le professeur Maritoré et son disciple immortel, Guillaume Crispu. Lucience ne savait pas quoi dire et restait pantoise devant la magnificence de cette société. Le calme était revenu et le professeur prit la parole. Chère Lucience, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que je ressens, l'accomplissement qui s'empare de moi, ni même l'espoir qui germe dans cette conscience de silicone. Je crois, monsieur Maritoré, que vous ne réalisez pas non plus la confusion excitante qui m'ôte du regard la cécité comme abyssale. Bien que piégé temporairement par l'attente du troisième membre de la Trinité, je me sens libre. Elle s'assit sur une pierre et pleura de joie, tant de bouleversements en si peu de temps.